Voilà, Maëlle, nous sommes en live. Est-ce que tu m'entends, Maëlle? Bon, oui, bonsoir. Oui, je t'entends très, très bien. Bonsoir à tous. Déjà, hein, je voulais te dire merci d'avoir accepté mon invitation, de venir parler de ce que tu fais, du coaching, ce que tu fais avec moi, la confiance en soi, et aussi ce que tu fais aussi à côté au niveau de la voyance. Je trouve ça super intéressant. Donc, merci beaucoup et je vais te laisser un petit peu la parole et nous dire, c'est dire ce que tu aimerais nous raconter. Eh bien, ce soir, on a choisi avec Anne-Marie un thème qui est cher à beaucoup de monde, qui concerne donc la confiance en soi. Mais la confiance en soi ne va pas sans l'estime de soi. Alors, je vais vous expliquer peut-être la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi dans un premier temps. L'estime de soi, c'est la valeur que l'on s'accorde. C'est une auto-évaluation et on a besoin du regard de l'autre pour être validé, pour être confirmé. Donc la source de l'estime de soi, c'est la relation à l'autre. Alors évidemment, ça dépend, on peut avoir déjà les premières personnes qui ont un regard sur soi, ce sont les parents, c'est dans la sphère familiale que l'on rencontre ces premiers regards. Anne-Marie, tu m'arrêtes si tu veux rebondir sur quelque chose. Non, là pour le moment, écoute, c'est super, j'écoute, j'apprends. Je veux quand même préciser pour les personnes qui sont surprises, c'est que Maëlle ne possède pas de caméra et c'est la raison pour laquelle on voit la belle photo que tu nous as mis ou moi sur le Zoom. Oui, effectivement. Je suis sur mon ordinateur de bureau et je n'ai pas de caméra sur mon ordinateur de bureau. Mais c'est plus confortable pour parler de cette confiance en soi, n'est-ce pas? Donc, le contraire de l'estime de soi, c'est quoi? C'est le doute. C'est le doute qui nous assaille régulièrement, que nous avons toujours au fond de nous. Est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça va? Etc. Et comme nous sommes tous des êtres profondément relationnels, des êtres sociaux, l'estime de soi se construit, elle se déconstruit tout au long de notre vie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est sans fin. Et c'est quelque chose qui peut toujours être remis en cause et c'est quelque chose qui peut toujours être amélioré. Mais elle repose sur deux certitudes. La première certitude, c'est l'estime. On estime avoir de la valeur en tant que personne, et il faut que ce soit comme une évidence. Ceux qui nous entendent peuvent évaluer éventuellement de 1 à 10 pour savoir où ils en sont à ce niveau-là. Donc, ils mettent de 1 à 10 par rapport à quel niveau de confiance ils sont en eux-mêmes. L'estime qu'ils ont de la valeur qu'ils ont en tant que personne, comment ils se sentent. Ok, alors moi j'ai mis, je sais pas, je vois pas pour le moment, personne n'a encore répondu à part moi. Je vois qu'il y a Neila, Claudia, Franca. N'hésitez pas à mettre un petit peu ce que... Ah, vous pouvez le garder pour vous, hein. Vous n'avez pas d'obligation du tout de le mettre comme ça au niveau public. Le deuxième pilier de la compétence naturelle pour la vie, c'est-à-dire la conviction d'avoir droit au bonheur. Ça veut dire que je peux traverser des épreuves car j'en ai la capacité. Et là aussi, vous pouvez vous auto-évaluer à ce niveau-là. Je me posais donc là, par rapport à notre vécu, ce qu'on s'autorise à avoir le droit au bonheur, de 1 à 10 aussi. Exactement. Ah ouais. Donc, l'estime de soi va de pair avec la connaissance et l'acceptation de soi. C'est-à-dire que plus on se connaît, plus on se construit tout au long de notre vie, plus on s'accepte soi-même, plus on va être ouvert aux autres, plus on va faire preuve de bienveillance vis-à-vis des autres,
et plus on va être pas capable de vivre avec les autres et non contre les autres. Et là, si quelqu'un a une peu d'estime de soi-même ou comme ça, qu'est-ce que tu conseilles pour que cette personne arrive à faire pour qu'elle se sente mieux? Alors, on va y arriver. Pardon. On va y arriver. Mais j'explique déjà la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. Parce que ce sont deux choses très, très différentes. On a tendance à les confondre. Mm-hmm. Alors, la remise en question de l'estime de soi, eh bien, c'est quoi? C'est lorsqu'on est rejeté, c'est lorsqu'on est abandonné, c'est lorsqu'on a besoin énormément de reconnaissance, d'appartenance, d'intimité. C'est tout à fait légitime d'avoir besoin de tout ça. Les besoins par rapport à la pyramide de Maslow, eh bien, ce sont des besoins psychologiques ou des besoins physiologiques. Et les besoins psychologiques sont tout aussi importants que les physiologiques. Alors, la confiance en soi, c'est autre chose. Voilà, maintenant j'arrive avec la confiance en soi. La confiance en soi est un sentiment, c'est-à-dire d'assurance, de sécurité à propos de soi. Donc, la source de la confiance en soi, c'est l'action. Et c'est très important de le comprendre. Évidemment, nous avons un élan vital naturel, et puis nous avons eu par le passé des encouragements des autres, que ce soit des parents, la famille, par la suite les amis, parfois les professeurs, ils nous ont encouragés et ils ont participé au fait que cette confiance en soi s'est construite parce qu'on a osé aller dans l'action. Donc c'est le fruit de l'action, le feedback et des réussites qui en découlent, qui nous donnent cette confiance en soi. Un enfant qui apprend à marcher, il va tomber, il va faire un pas, il va faire 2 pas, il va faire 3 pas d'un seul coup, puis après, il va retomber, il va se relever, il va continuer, il va faire 10 pas, 11 pas. Après, il va se lâcher complètement. Ouais. Et ça, on l'a tous fait puisqu'on marche. En tout cas, pour tous ceux qui peuvent le marcher, c'est quand même extraordinaire. Et donc, plus on se pose des questions, plus ça nous bloque dès le moment où on n'a pas cet encouragement pour avancer et pour aller vers l'action. En fait, on est dans l'accumulation de réussite qui crée cette confiance en soi. Ça veut dire que, dans ce cas-là, j'ai des compétences personnelles. Dans ce cas-là, je peux m'appuyer sur mes compétences pour agir dans le monde et je peux sortir de ma zone de confort. Ça signifie que je sais prendre des risques. Ça signifie aussi que j'aime prendre des risques calculés. Donc, si je fais la différence, et je fais vraiment la différence, l'estime de soi, la source, c'est le relationnel, c'est donc notre identité et c'est nos croyances. La confiance en soi, la source, c'est l'action et ce sont nos capacités à agir. Ça, c'est très important à comprendre. Donc, la plupart de nos problèmes, tu es en train de dire, c'est quand même ça se construit déjà depuis notre enfance, alors. Ah, tout à fait, tout à fait. Mais c'est évolutif et à tout moment, on peut arriver à s'améliorer déjà par la connaissance de soi-même pour ce qui concerne l'estime de soi. Et la confiance en soi, on peut l'améliorer en agissant de façon évidemment des risques, en prenant des risques calculés. D'accord ? Oui, tout à fait. Mais maintenant, quel est ton secret pour aider vraiment les personnes qui ont peut-être un âge, mettons, qui sont plus enfants, mais qui ont 20, 30, 40, 50 et plus pour arriver à retrouver cette estime et cette confiance en soi? Il y a des exercices ou bien il y a une potion magique? Il y a des exercices que je vous livrerai à la fin, mais je vous livrerai tout ça, c'est promis. Et donc, je vais aussi dire qu'on peut apprendre de nos échecs. Nos échecs,
qu'est-ce que je ne veux pas reproduire la prochaine fois? Ça veut dire que tout échec, dans ce cas-là, est potentiellement une réussite. Donc, il faut avoir des échecs pour pouvoir aller de l'avant. Il faut avoir des échecs et en tirer les enseignements. Dès le moment où vous réfléchissez au pourquoi de l'échec, vous avancez. Et dès le moment où vous avancez, vous vous perfectionnez. Et à ce moment-là, vous avez la possibilité d'arriver à une réussite. Ça signifie donc que tout échec est potentiellement une réussite. Donc, en fait, nous, on vit quand même dans une société, quand tu as un échec, on te le reproche et c'est très difficile de se remettre de ça. Donc, automatiquement, les personnes, si elles ne sont pas au courant, ou bien si elles ne font pas un cheminement personnel, elles n'arriveront pas à avancer. Alors, il est vrai que dans notre société européenne, on va parler française, suisse, peut-être moins suisse, mais la société française en tout cas, parce que je peux vous dire que les échecs sont mal vus, sont mal acceptés, et quelqu'un qui va faire un CV va essayer de passer sous silence les échecs. Il va mettre en lumière, évidemment, les succès. Alors que si vous allez dans les pays anglo-saxons, au contraire, ils vont mettre les échecs dans leur CV, dans leur curriculum vitae. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que ce sont des expériences dont ils ont pu tirer des enseignements. Donc, ce sont deux mentalités très, très différentes. Et effectivement, ici, on estime ne pas avoir droit à l'échec. L'échec est mal vu, malheureusement. Si vous voulez, on peut penser qu'on peut mériter le meilleur, mais on peut mériter le meilleur et vouloir l'obtenir. La société occidentale est basée sur la comparaison. Alors, on s'auto-évalue en fonction des autres, mais quand c'est excessif, quand on tombe dans la folie comparative, eh bien, ça amène tout de suite au doute. Et l'identification, les modèles proposés par la société, donc ça affecte ce processus d'identification. On retrouve des jeunes filles qui veulent maigrir absolument pour ressembler à tel ou tel top modèle. Ce sont des choses qu'il faut... L'antidote, c'est se connaître et découvrir ses valeurs, ce qui est essentiel. Il faut cultiver un regard positif sur soi, indépendamment du regard de l'autre. Et tout ça, c'est un long cheminement. Dans la vie, c'est quelque chose qui est long à acquérir. J'avais regardé une vidéo qui disait un optimiste et un pessimiste ont tous les deux raison, mais il y en a un qui est heureux. Il n'y en a qu'un seul qui est heureux. Et c'est vrai. Tout ce qui est culpabilité ne sert à rien. Hein. La honte, donc c'est un sentiment difficile à dépasser, c'est un sentiment où on se coupe de soi et de ses émotions. Vous avez également, je vais très très rapidement sur quelques syndromes, le syndrome de l'imposteur, ce qui est tout à fait une dichotomie entre une forte confiance en soi et une faible estime de soi. Vous connaissez également... Alors, pour enlever ce côté, je vais quand même vous donner une antidote à ce syndrome de l'imposteur, il faut apprendre à s'aimer. Il faut apprécier et savoir que ce que je vaux dépend de mon sentiment d'être moi-même, en accord avec moi-même et de poursuivre des objectifs qui me correspondent. C'est ça. Il y a des gens qui se sentent illégitimes par rapport à une position ou à quelque chose qu'ils ont pu acquérir avec beaucoup de travail. Il y a aussi le syndrome du frileux. Alors celui-là, c'est le contraire. C'est celui qui a une forte estime de lui, mais une faible confiance en lui. C'est le contraire. Alors là, l'antidote, c'est apprendre à agir, à prendre sa vie en main, à s'affirmer, à cultiver le goût du risque, calculer, à oser. C'est-à-dire quand on veut, on peut. Voilà. Donc ça, je vous la fais rapide, effectivement.
Il y a le syndrome du perfectionniste. Je me demande s'il y a des gens qui connaissent des perfectionnistes par ici. Ouais, moi, je le connais. Ouais. Eh bien, il faut savoir que la réussite est un chemin et pas une destination. Alors, pour un perfectionniste, c'est difficile, hein, ça. Donc, il y a tout ça. Et puis, il y a également de conscientiser, de reconquérir l'estime de soi et la confiance en soi. Cette reconquête, en fait, elle est possible par la remise en question de nos croyances. Et nos croyances, croyez-moi, elles ont parfois la vie dure, hein. Notre ego a besoin de se réaliser, en fait, de vivre et de se déployer. Il faut qu'on s'épanouisse à 3 niveaux. Il y a 3 niveaux. Il y a l'épanouissement social et amical, hein, auprès de nos amis, c'est très, très important. L'épanouissement amoureux et sexuel, bien sûr, dans la relation dans laquelle on peut être vulnérable, dans la sphère intime, et l'épanouissement professionnel et financier. Il faut savoir qu'un enfant qui vit l'hostilité, ben, il apprend à combattre. Celui qui vit le ridicule, il apprend à être timide. Celui qui vit avec la honte, ben, il apprend à se sentir coupable. Celui qui apprend à être patient, ben, il apprend à être tolérant. Celui qui vit dans la sécurité, eh bien, il apprend la foi en la vie. Hein? Il apprend à sortir de sa zone de confort, de sortir hors de sa cellule familiale, d'avoir des interactions au quotidien. Il faut aussi avoir un aspect des répétitions qui est important également. On traite les autres comme on se traite soi-même et comme on a été traité. Je te juge parce que tu me juges et parce que j'ai été jugé. Alors, c'est difficile de sortir d'un format, alors si on est dans cette optique-là. En se connaissant soi-même, on sort de ce format. C'est par la connaissance, par la construction personnelle qu'on sort de ces formats-là. Et par exemple, moi je connais beaucoup de monde qui font passer les autres avant eux. Eh bien, je fais passer les autres avant moi parce que je ne me fais pas passer en premier, parce on ne m'a pas fait passer en premier, on m'a appris à m'oublier parce que je m'oublie et parce qu'on m'a oublié. Il y en a beaucoup qui s'oublient, hein. Oui, c'est très fort là ce que tu as dit. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont s'y reconnaître. Oui. Je te culpabilise parce que je culpabilise, parce que j'ai été culpabilisée. C'est ce schéma-là. Je suis autoritaire car je suis exigeant avec moi-même, parce que on a été super exigeant avec moi. En fait, nos comportements viennent de notre histoire, nos croyances, c'est la réalité, et on se sent parfois pire que notre pire ennemi. On traite les gens beaucoup mieux qu'on se traite soi-même. Si on traitait les gens avec tout ce qu'on peut se dire dans notre petite voix intérieure, notre saboteur, hein, eh bien, il y aurait de quoi se révolter. Et je crois qu'à un moment donné, il faut se révolter et remettre pas mal de choses en cause. Et on va y arriver maintenant avec des exercices, bien sûr. Et je crois que c'est ce que vous attendez avec impatience, n'est-ce pas? Les petits secrets. Les petits secrets. Donc, en fait, le manque de confiance en soi, eh bien, c'est la prise de risque trop importante, non calculée. Je vais juste revenir là-dessus. La peur de prendre une décision, la peur de l'échec, donc de passer à l'action. La peur du regard des autres, d'être jugé. La peur de ne pas pouvoir s'affirmer en public ou dans un groupe, ou peur de prise de parole en public. Peur de dire non, car peur de ne pas être aimé pour ça. Peur d'être bloqué dans son passage à l'action. Tout ça, c'est le manque de confiance en soi. Mais ce n'est pas une fatalité. On peut changer cette croyance. En changeant ses habitudes, on crée d'autres chemins neuronaux. Ça, il faut le savoir, c'est-à-dire qu'au niveau du cerveau humain, et on peut découvrir d'autres habitudes réflexes. Ça veut dire que ça va très loin. Ça veut dire que notre cerveau est en perpétuelle croissance, on va dire, puisqu'on peut créer des nouvelles choses. Il y a le manque de confiance en soi n'est pas un frein pour la réussite, parce qu'il n'y a pas de lien entre les deux.
il faut éviter de travailler sur ces fausses croyances. Le manque de confiance en soi est un symptôme d'un manque de connaissance de soi. C'est ce que je disais précédemment. Donc, ça veut dire que dès le moment où on commence à bien se connaître, eh bien, on avance et on évolue vers la confiance en soi. Après, il y a le pouvoir créateur, hein, le choix des pensées par rapport aux événements, le libre arbitre, le choix d'observer vos émotions au lieu d'être submergé par elles. Le pouvoir de créer quelque chose de différent, d'aller vers l'action malgré le manque de confiance en soi, état d'esprit proactif et de se connecter à cette liberté d'action. Et l'action, eh bien, c'est agir, ça développe cette confiance en soi. Alors, on peut faire des listes d'actions à effectuer et agir en conséquence. Et c'est une démarche qui est tout à fait autonomisante. Alors, on va faire les petits exercices maintenant. Il faut qu'on prenne un stylo puis un petit cahier. Et un stylo et un petit cahier, c'est la meilleure chose à faire. Ok. Voilà. Alors, j'en ai 7. Ça fait un bon chiffre, hein, 7. Oui. La première est toute simple, c'est oser parler à des inconnus. Ça paraît bête, hein? Et on sait comment si quelqu'un est transi par la timidité, il fait comment pour oser parler à des inconnus? On peut demander l'heure, on peut demander son chemin, on peut demander un renseignement. Alors ça commence par une petite chose, et après 2, et ça c'est une des premières petites choses à faire. Aussi simple, engager la conversation. Alors je vais vous donner un truc. Lorsque vous regardez une personne que vous ne connaissez pas, et si la personne détourne tout de suite le regard, n'insistez pas, la personne n'est pas prête à parler. Par contre, si vous avez le regard et puis le regard s'attarde un tout petit peu, là vous pouvez parler et la personne vous accueillera dans vos propos. Et quand on fait ça, ça débloque quelque chose en nous ou bien ça nous donne confiance en nous. Ça donne de la confiance en soi, tout simplement. Oui. En plus, ça vous permet aussi peut-être d'avoir de nouveaux amis en plus. Ça peut être des nouveaux amis, ça peut être dans le cadre professionnel, ça peut être des nouveaux clients, ça peut être dans le cadre, on est dans le relationnel. Alors j'ai un petit exercice, un deuxième petit exercice, qui est basé sur la réussite. Ça dure 5 minutes, il faut être au calme, bien sûr. Il faut vous remémorer une situation de réussite et la sélectionner, en tout cas celle qui est la plus importante, et vous remémorez le moindre détail, les émotions négatives et positives qui ont précédé la réussite, c'est-à-dire les émotions négatives, si vous aviez peur, si vous aviez qu'est-ce qui vous faisait peur, etc. Et puis, ensuite, la réussite, notez toutes les émotions positives de cette réussite et les revivre. Ça, c'est une des premières choses. C'est-à-dire que vous avez des réussites qui jalonnent votre vie et il faut vous en souvenir avec bonheur et garder ces émotions positives. La deuxième le petit truc et astuce, ce sont justement ces erreurs dont nous parlions et qui doivent devenir un apprentissage, c'est-à-dire transformer ces erreurs en positif. Alors, ça demande 10 minutes au calme. Vous remarquez que ça fait déjà 15 minutes avec le premier exercice. Alors, si vous avez fait des erreurs, eh bien, il faut les noter sur une feuille. Et pour chaque erreur, vous allez noter qu'est-ce que vous en avez retiré, qu'est-ce que vous avez appris de cette erreur et la seconde question est qu'est-ce que vous feriez différemment? Quel serait aujourd'hui, à la lumière de ce que vous savez, de cette expérience, qu'est-ce que vous feriez autrement? Alors maintenant, troisième petit exercice. Est-ce que vous vous connaissez? La base de la confiance en vous, comme je vous l'ai dit, c'est justement cette connaissance que vous avez de vous-même. Alors, identifiez, ça prend 15 minutes, là on est à 30, hein. Identifiez vos qualités et vos défauts et surtout, au niveau des qualités, vous allez les relire régulièrement parce que ça fait du bien de savoir qu'on a des qualités. Et les défauts,
eh bien, vous allez aussi faire quelque chose. C'est-à-dire que vous allez penser à ce qu'on vous reproche objectivement et régulièrement. Vous allez corriger ces différends avec des petites actions. Alors, si cela ne vous pose pas trop de soucis autour de vous, bon, vous pouvez arrêter de lutter contre eux et les accepter. Mais si vous avez des choses que vous pouvez améliorer, qui peuvent améliorer votre relationnel, qui peut améliorer votre travail, etc., eh bien, vous allez essayer de le corriger avec des petites actions, petit à petit. Il faut 21 jours pour prendre une nouvelle habitude. Hein. Ça, il faut le savoir. Donc, faites par petits bouts, hein, step by step, comme on dit chez nous. La 5e petite truc que je vous propose, c'est de passer à l'action, c'est d'oser, c'est toujours au calme. Mais là, ça prend pas beaucoup de temps, hein, je vous rassure. Et choisir le sens, le projet vers lequel vous voulez aller. Alors, vous pouvez faire ce qu'on appelle une bucket list, par exemple, mettre les bonnes résolutions, les décomposer, donc ces objectifs en petites actions. Et surtout, à chaque étape, pensez à vous récompenser à chaque étape franchie. Alors, il y a les petites étapes. Ce sera manger une bonne glace, par exemple. Et les grandes, alors c'est un resto complet, hein, on est d'accord. Hein. Surtout va falloir faire marcher nos restaurants avec les pauvres. Oui. Ensuite, nous avons le 6e que je vous propose, c'est-à-dire que vous allez jouer au coach. Vous allez transformer votre saboteur interne en petite voix encourageante. Ça veut dire quoi? Eh bien, votre petite voix qui vous dit « t'as pas bien fait, pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça, t'aurais dû te lever plus tôt, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça, et t'es bête, pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça ?» On la connaît tous, hein, cette petite voix qui est méchante. Ouais. Eh bien, vous savez ce que vous allez faire? Ça va devenir votre meilleur supporter. Alors, Anne-Marie, ça va être « allez Anne-Marie, vas-y !» Ouais. Vas-y Anne-Marie, tu vas y arriver, t'es la meilleure. Tu sais, les pom-pom girls dans la tête, les pom-pom girls dans la tête, allez, vas-y, c'est bien, super. Je vous dis, le coach, super. Pas celui qui dit, t'as pas bien fait. Non. L'autre. Le meilleur supporter. Il faut que vous soyez votre meilleur supporter. Et puis, vous pouvez également, lorsque vous avez transformé un scénario comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre, ça veut dire, vous allez, par exemple, par rapport à une erreur, tout ça, qu'est-ce que vous auriez dit à une personne que vous aimez bien? Par exemple, ouais, on va pas lui dire, ouais, t'as loupé ça. Ça, on se le dit à soi-même. Mais à quelqu'un que vous aimez bien, vous dire, tu sais, la prochaine fois, tu feras mieux. Tu vas y arriver. Tu verras. Fais comme ça, et tu verras, ça ira beaucoup mieux. Évite de faire ça, mais tu verras, tu vas réussir. Et vous allez faire ce scénario, vous allez l'écrire pour quelqu'un d'autre. Et ensuite, vous allez le réécrire en utilisant votre prénom. C'est-à-dire, vous traitez comme votre meilleur ami. D'accord? Oui. Et alors, j'ai un petit défi zen pour finir qui prend 5 minutes, mais vous avez remarqué qu'on arrive bientôt quand même à 45 minutes avec tout ça. Eh bien, vous allez faire un carnet de fierté quotidienne. C'est quoi ça? Vous avez remarqué, j'aime bien quand on écrit. Hein. Alors, vous allez noter tous les jours, comme un petit journal, tous vos accomplissements positifs de la journée. Et le jour où vous avez le moral qui est en bas dans les chaussettes,
vous allez relire ce petit carnet. On doit mettre la date? Tu peux mettre la date, on peut mettre la date, on peut ne pas la mettre, ça dépend, chacun voit comme il désire le faire. Mais c'est bien de mettre la date, je trouve. Hein? C'est plein de petites choses sympathiques qui viennent. Et je vais terminer avec quelque chose qui est, je pense que vous avez entendu parler de la PNL. C'est ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique. Alors, je vous donne un petit truc. Après, effectivement, les gens qui veulent aller plus loin, eh bien, ils viennent vers moi. Alors, on va peut-être commencer par une petite chose qui s'appelle le tableau dont vous êtes le héros. Vous allez créer une image de vous. C'est une image mentale. Vous allez vous représenter mentalement comment vous vous voyez, le plus objectivement possible, mais avec beaucoup de façon positive. Ensuite, vous allez exagérer vos côtés positifs, comme une espèce de loupe que sur les beaux côtés. Par exemple, Anne-Marie, tu peux dire j'ai des belles mèches roses. Mais tu diras pas j'ai des belles mèches roses. Je dirais j'ai des mèches roses, elles sont magnifiques et elles vont parfaitement avec mon t-shirt rose. On va grossir le trait. On va grossir le trait, on va le passer sous la loupe. Et après, vous allez comparer votre image avec cette loupe avec l'image de départ. Et vous verrez que votre perception de vous-même aura changé et aura pris quelque chose de positif. Oui, c'est magnifique, Manu. Oui, on ne le fait pas assez souvent, ça. On ne le fait pas assez souvent. Et maintenant, je vais vous donner un autre petit truc moi j'appelle ça un ancrage. C'est choisir un état interne positif, ressenti dans le passé, parce que vous avez eu une réussite, parce que vous avez eu un grand bonheur, une grande joie. Et vous allez revivre cette expérience avec précision, ainsi que les ressentis que vous avez pu. Alors, quand je parle des ressentis, ce sont aussi les ressentis. Vous savez, la Madeleine de Proust. Proust se souvenait tout simplement grâce au goût de la Madeleine. Eh bien, vous allez mettre des sens là-dessus. Vous allez mettre du visuel, vous allez mettre de l'auditif, vous allez mettre l'odeur des belles choses, des bonnes choses, le goût, que les choses, le toucher, n'est-ce pas? Par exemple, des tissus, du velouté. Et vous allez prendre ça et dès ce moment-là, vous allez sélectionner une partie de votre corps comme auto-ancrage. Alors, ça peut être, il y a beaucoup de gens qui utilisent le lobe de l'oreille. Il y en a qui utilisent la peau qui est entre le pouce et l'index. Il faut un endroit du corps qui ne soit pas touché facilement par d'autres personnes. Et lorsque vous aurez une angoisse, une inquiétude, un stress, eh bien, vous allez toucher, vous allez passouiller, toucher, pincer légèrement cet endroit du corps qui va vous ramener à ces belles pensées, à ce moment de joie. Et ça va vous enlever ce stress, ça va vous diminuer le stress. Oui, c'est des petites astuces, il faut y penser. Mm-hmm. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous apporter ce soir. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a... Alors, je regarde en dessous. Si jamais vous avez des questions, c'est le moment de les écrire. Sinon, si quelqu'un veut en savoir plus, ou comme ça, je peux volontiers donner les coordonnées de Maëlle. Donc ça, c'est pas un souci. C'est ma coach depuis de longues années et c'est vraiment quelqu'un que j'aime énormément. Ça m'a énormément aidé. Donc voilà.
Maëlle, est-ce que tu voulais encore ajouter quelque chose? Mais écoutez, moi je souhaite en tout cas le meilleur pour tous ces petits exercices en espérant qu'ils vous apporteront des bonnes choses dans votre vie. Évidemment, je reste à disposition pour ceux qui veulent en savoir plus ou simplement être coachés, bien entendu. Mais il y a vraiment de quoi faire et je crois qu'avec Anne-Marie, nous allons régulièrement, nous en avons parlé, créer ces petits lives avec différents thèmes qui peuvent vous intéresser. Voilà, donc c'est ce que je voulais passer comme message. Alors, merci beaucoup, Maëlle. Donc, sur ce, on va clore cette session de ce soir. Et puis, ben, je vous souhaite à tous une très, très belle soirée. Puis, merci d'avoir participé à ce live. Merci beaucoup, Maëlle, et bonne soirée et bonne nuit. Merci. Merci.